Bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui sur le ISO 37001, un outil de lutte contre la corruption. Je m'appelle Roswitha Franz, je suis chef de projet à l'ISO Secrétaire Central à Genève et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire est organisé dans le cadre du plan d'action de l'ISO pour les pays en développement 2016-2020 pour toutes les organisations nationales de normalisation et leurs parties prenantes. Je suis très contente qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui avec nous qui ont pris le temps pour se connecter pour ce sujet très important. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien juste évoquer quelques points logistiques, si on peut dire, pour assurer un bon déroulement de cette webinaire. Veuillez noter que tous les microphones et les vidéos pour les participants sont désactivés. Mais quand même, vous avez l'occasion d'interagir avec nos présentateurs. Vous voyez en bas de votre Zoom, vous voyez un Q&A et dans cette boîte, vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez poser pendant la séance. On va essayer bien sûr de répondre à un maximum de questions et si on n'arrive pas à cause de temps de répondre à toutes les questions, on s'excuse déjà maintenant. Deuxièmement, veuillez aussi noter que la séance s'arrêtera enregistrée. Donc, après la séance, on va envoyer l'enregistrement ainsi que toutes les présentations que vous voyez aujourd'hui avec vous via email et on va aussi mettre sur notre site web. Et à la fin de la séance, on va vous demander de répondre à un tout petit questionnaire qui va nous aider aussi à améliorer nos services pour nos membres et ses parties prenantes. Alors, ça, c'est un peu au côté logistique. Maintenant, retour au sujet aujourd'hui sur le ISO 37001. Qu'est-ce qu'on va parler et élaborer aujourd'hui? On va travailler sur 3 axes. Le premier axe, on va vous présenter le travail du comité technique qui a développé la norme ISO 37001. Deuxièmement, on va donner plus d'informations sur le contenu de la norme ISO 37001. Comme vous savez, c'est la norme sur le système de management anticorruption et on va parler des avantages de son application. Et troisièmement, très important aussi, on va parler du rôle des organisations nationales de normalisation dans les pays pour lutter contre la corruption grâce à la norme ISO 37001. Alors, avant de vous présenter on va lancer avec nos intervenants. J'aimerais juste quelques mots sur le système ISO, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Le système ISO, ça construit de 3 piliers. Le premier pilier, c'est nos membres, comme j'ai dit avant. On a les organisations nationales de normalisation dans chaque pays et c'est ces membres qui représentent ISO dans leur pays. Et cette organisation a la responsabilité de sélectionner des experts qui après participent à l'élaboration de normes au niveau international. Et une fois la norme ISO après est publiée, c'est aussi de nouveau cette organisation nationale de normalisation qui se charge de diffuser les normes dans leur pays vis-à-vis de leurs parties prenantes, c'est le secteur public, secteur privé ou société civile. Si vous ne connaissez pas encore le membre ISO dans votre pays, vous trouvez dans la présentation le petit lien où vous pouvez vous connecter à votre membre. Deuxième pilier très important, c'est les experts eux-mêmes. C'est les experts qui représentent l'industrie, ça peut être les grandes entreprises, mais aussi les petites moyennes entreprises. Ça peut être le secteur public, comme les ministères, ça peut être l'académie, consommateurs, etc. Ce sont les experts qui se chargent d'élaborer les normes sur un sujet. Et c'est ces experts qui sont nominés par nos membres des ISO dans le pays. Et le troisième pilier, c'est le secrétariat central de l'ISO à Genève en Suisse, qui coordonne le processus d'élaboration de la norme et assure la publication. C'est aussi dans le secrétariat central, il y a une unité qui travaille sur le renforcement des capacités de nos membres et les capacités building, spécialement pour les pays en développement, dont les 4 ans, ce webinaire se déroule aujourd'hui. Avec nous, aujourd'hui, on a aussi fait le webinaire dans le style qu'on a une représentante de chaque pilier qui va faire une intervention. Alors, avant de donner la parole à la première intervenante, on a un tout petit questionnaire pour vous. On va interagir avec vous aussi. Donc, ici, vous voyez d'abord les 3 présentateurs que va élaborer pendant le webinaire. Et avant de commencer avec ça, on a une petite question pour vous.
Donc, si vous voyez normalement maintenant la première polling question, et je vous demande si vous pouvez sélectionner les groupes de parties prenantes que vous représentez dans votre pays. Alors, vous voyez les catégories différentes, les ONN eux-mêmes, les ministères, secteur privé, universités, ONG, consommateurs, etc. Donc, à vous donner quelques secondes pour répondre. C'est toujours important, intéressant pour nous voir aussi qui est avec nous aujourd'hui. Encore 2-3 secondes et on peut fermer le polling, s'il vous plaît, et partager les résultats. Alors, effectivement, la grande majorité avec nous, presque la moitié, c'est non membres des ISO, les ONN. Très bien, c'est notre public ciblé, mais je suis aussi très contente de voir qu'il y a aussi les autres parties prenantes, surtout le secteur privé qui est avec nous aujourd'hui, donc c'est très intéressant pour la mise en œuvre de cette norme. Deuxièmement, est-ce que vous êtes au courant du travail du comité technique des ISO sur la gouvernance des organisations? Ça, c'est un comité technique qu'on a mis en place. C'est le comité technique qui a élaboré le ISO 37001. Donc, une petite question pour vous. Si vous êtes au courant de tout ça, ça va aider le travail de Jean-Pierre après qui va représenter ce comité. C'est le TC 309, si jamais. Si vous êtes dans les familles ISO, on travaille beaucoup avec ces chiffres-là. On laisse encore quelques secondes ouvertes. Donc là, on peut fermer le polling. On a presque une minute. Donc, très intéressant. On a 69% qui ne sont pas au courant de ce travail. Donc, voilà, je pense qu'on va répondre à un besoin avec nos webinaires aujourd'hui. Et il y a 31% qui sont au courant de ce travail de comité technique. Voilà, avec ça, je vais vous présenter le premier intervenant, c'est M. Jean-Pierre Méhin. Il est avocat expert anticorruption. Il est membre du comité d'ISO qui a élaboré la norme ISO 37001, comme on a discuté. Et actuellement, il préside le groupe de travail chargé du suivi suite à la publication de la norme, de la publication du manuel sur cette norme et de la révision prochaine de la norme. Et il va parler pendant son intervention sur ces points différents. Donc, Jean-Pierre, la parole est à vous. Merci. Jean-Pierre, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Voilà, c'est mieux maintenant. Alors, après cette brève introduction, je vais vous parler brièvement du contexte du développement de la norme. Tout d'abord, pourquoi on en est arrivé à cette norme. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une forte prise de conscience du risque corruption, du fléau que la corruption représente pour les pays où elle sévit, et puis aussi du risque pour les entreprises ou les organisations qui veulent créer une culture intègre et transparente. Alors, il y a plusieurs instruments qui ont été développés par des organismes privés comme Transparency, comme la Chambre de commerce internationale, ou des organismes publics aussi, comme
le département de justice américain et l'OCDE. Mais il y avait besoin d'un instrument global et alors on s'est tourné vers ISO. ISO qui est une organisation privée mais qui est représentée dans pratiquement tous les pays avec des organismes nationaux et qui a une grande expérience dans le domaine des normes puisqu'il y a plus de 20 000 normes ISO dans tous les domaines qui ont été publiés à ce jour. Alors, l'élaboration de la norme a commencé par une réunion préliminaire en juin 2013 où il s'est agi de proposer, de développer une proposition pour ISO. Cette proposition a été acceptée en automne 2013 et le comité de projet a été mis sur pied. Le comité de projet a réuni 141 experts en provenance de 50 pays. Ces experts sont des représentants des organisations ISO nationales, des organismes nationaux de normalisation ou des experts de la lutte anticorruption. Il y a également 30 organisations de liaison qui sont des organisations qui, sans faire partie du comité, assistent aux séances sans droit de vote parce qu'ils sont intéressés par la norme, comme par exemple Transparency International ou les banques de développement. Le comité a eu beaucoup de travaux évidemment par transmission électronique, mais aussi 6 réunions physiques qui ont eu lieu sur tous les continents, sauf l'Afrique malheureusement, afin de faciliter la participation du plus grand nombre de personnes possible. À Londres, c'était la réunion préliminaire de juin 2013 dont j'ai parlé. Ensuite, nous nous sommes rencontrés à Madrid, à Miami, à Paris, à Kuala Lumpur et à Mexico. Et finalement, la norme a été publiée en septembre 2016, donc vous voyez qu'il a fallu 3 ans pour la développer. Cette durée est nécessaire afin d'avoir une norme qui répond à le plus grand consensus possible. Les normes ISO sont révisées tous les 5 ans, donc la norme ISO 37001 arrivera à la révision en 2021. Nous avons déjà commencé à lancer la révision, notamment par un survey qui va être lancé dans les prochains jours pour essayer d'obtenir le plus d'opinions possible sur les chapitres de la norme qui méritent d'être revus. Les caractéristiques de la norme, tout d'abord, les exigences de la norme doivent être appliquées de manière raisonnable et proportionnée en fonction du risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, une des exigences de la norme, c'est des séances de sensibilisation et des formations. Eh bien, la formation ne sera pas la même pour le personnel de production dans une usine industrielle et qui n'est pas exposé de manière importante à la corruption. Et par contre, le personnel des achats ou de la vente, où les risques de corruption sont plus grands, devront avoir une formation plus approfondie. La norme peut être mise en place de manière autonome, c'est-à-dire indépendamment de toute autre norme, ou elle peut être intégrée dans un système de management, par exemple dans le système de management de la qualité de la norme 9001, ou dans le système de management de la compliance
qui fait l'objet d'une norme 37301 qui est encore en développement, mais qui va être publiée probablement au début de l'année prochaine. La norme peut être mise en place dans une organisation, une partie d'une organisation. Donc, dans une société commerciale, ça veut dire que dans un groupe de sociétés, la norme n'a pas besoin d'être forcément mise en place dans tout le groupe, mais peut être mise en place dans une ou plusieurs filiales à l'exclusion des autres. Dans le domaine public, ça signifie que la norme peut être mise en place dans un ministère, elle peut être mise en place dans un département d'un ministère ou dans un établissement d'un service public. Alors, la norme est applicable aussi bien dans le secteur privé que le secteur public. J'ai eu l'occasion moi-même de mettre en place un système anticorruption dans une organisation publique. J'ai participé à des évaluations d'organismes publics qui avaient mis en place la norme ou une norme équivalente. Il n'y a pas de grande différence. C'était possible. La particularité du secteur public, c'est par exemple que la structure de la direction est plus rigide que dans le privé. Il y a des problèmes politiques si on veut changer, si on veut intervenir dans la structure de direction. L'autre particularité, évidemment, c'est que dans le secteur public, il s'agit surtout de la corruption des agents publics de l'organisation elle-même, tandis que dans le secteur privé, le risque de corruption se trouve davantage dans le personnel de l'organisation qui pourrait corrompre à l'extérieur. Pour la mise en place de la norme, la première chose, c'est se procurer la norme. On peut se la procurer auprès du magasin en ligne ISO ou auprès des organismes nationaux de normalisation. De toute façon, si on veut mettre en place la norme, il est bien de contacter l'organisme national de normalisation qui peut faire des suggestions ou qui peut apporter un soutien. La norme est payante, malheureusement. ISO, c'est un des seuls moyens qu'ISO a de se financer. Nous avons dans le groupe de travail sur ISO 37001 développé un manuel qui est en voie de publication. J'ai dirigé l'édition de ce manuel. Il va paraître en anglais, on le promet depuis déjà quelques mois, mais enfin ça devrait être en octobre. Et il y a une version française que je suis en train de revoir, qui est aussi prête à publication prochainement. Ensuite, il faut mettre une équipe en place pour la mise en place de la norme. Il faut dédier une équipe à l'intérieur de l'organisation. Je pense qu'il est bien préférable de faire le travail à l'intérieur de l'organisation que de remettre toute la mise en place de la norme à une aide externe. En revanche, l'aide externe en appui par des conseils peut être très utile. Pour la durée, pour la mise en place va varier considérablement suivant le type d'organisation et suivant sa taille, sa complexité, mais il faut en général bien compter une année. Alors, je vous donne aussi un petit aperçu des certifications qui ont eu lieu. La norme est certifiable et il y a eu beaucoup de certifications non accréditées. Je parle ici des certifications accréditées. Vous avez actuellement 110 organismes accrédités, le plus grand nombre en Italie, 22, au Mexique, 13, en Corée du Sud, 11, en Slovaquie, 10. Et
Au 31/12/2019, 31 décembre, c'est les derniers chiffres qu'on a, le nombre de certificats par des organisations, des organismes accrédités était de 872. Donc, de nouveau, la grande partie en Italie, 329, au Mexique, 71, en Corée du Sud, 61, en Malaisie, 44, en Espagne, 43, en Indonésie, 39, au Pérou, 35. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas particulièrement les pays d'Europe et d'Afrique du Nord qui ont le plus de certifications. En Italie, le grand nombre de certifications, de certificats s'explique par le fait qu'une des premières organisations qui a été certifiée, il y était ENI, et qu'il a fallu émettre des certificats pour tous les établissements de ENI qui ont été inclus dans la certification. Vous pouvez trouver le survey complet sur ce lien. Voilà, alors si vous avez des questions, vous n'avez pas l'occasion de les poser aujourd'hui, vous pouvez me les envoyer à l'adresse email suivante. Et je vous donne aussi l'adresse du site auquel j'appartiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Il reste avec nous après aussi pendant la question départ et je vous invite encore à poser vos questions dans le Q&A boîte que vous trouvez dans le bas de votre fenêtre. Aussi, si vous avez des autres questions sur le comité technique, voilà, c'est bienvenu de vous poser des questions à Jean-Pierre après. Avant de donner la parole à François, on propose de lancer une prochaine pool sur votre connaissance de la norme. Donc, vu que François va parler plus sur le contenu de la norme, on aimerait bien savoir quel est votre niveau de connaissance lié à la norme ISO 37001. Donc, on laisse encore ouvert quelques secondes et ça vous donne l'occasion de répondre. Donc, on peut fermer le pooling. On a déjà un bon aperçu maintenant. Voilà, vous voyez maintenant les résultats. On voit quand même que presque la moitié n'a aucune connaissance encore sur la norme ISO 37001. Une bonne partie quand même, ils ont une certaine base. Donc, on va continuer de travailler sur ça. Et justement, c'est pour ça qu'on a aussi invité un des experts qui travaille sur la norme, c'est M. François Civil. Il est consultant en responsabilité sociétale et en système de management de promotion de la corruption. Il est responsable d'audit ISO 37001 et membre des commissions de normalisation ISO 26000 et ISO 37001. C'est intéressant qu'il travaille avec les grands groupes, mais aussi avec les petites et moyennes entreprises autour de le globe. Donc, il a une expérience internationale pour mettre en place et évaluer les stratégies intégrées de responsabilité sociétale et de promotion de la corruption. Donc, avec ça, je donne la parole à François, s'il te plaît. Merci. François, tu es muted. Au microphone. Voilà, vous voyez mon écran, c'est bon? C'est tout bon maintenant. Merci. Super, merci. Bien. Bonjour à tous. Effectivement, on va rentrer dans l'intérieur de cette méthode. Alors, pour ceux qui auraient peur des normes ISO, faut avoir présent à l'esprit que l'intérêt, c'est que vous avez des personnes qui ont partagé leur expérience et qui ont construit une méthode consensuelle, qui l'ont construite ensemble. Donc, quelque part, ça nous fait gagner énormément de temps.
Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ISO 37001? En fait, on va retrouver les bonnes pratiques de prévention de la corruption que l'on a pu observer à l'international. Alors, première chose à dire, c'est que quand on rentre sur le sujet de la corruption, c'est un sujet particulièrement délicat dans la vraie vie. Vous avez même sur la planète un certain nombre de pays où simplement prononcer le mot anticorruption ou corruption, on est déjà presque coupable. Donc, j'ouvrirai par quelque chose d'un peu volontairement iconoclaste. Eni, en fait, dans les mêmes semaines, Eni, donc l'entreprise qu'évoquait Jean-Pierre Méhan, première entreprise certifiée sur la zone Italie, et conjointement, en même temps, dans la presse, on peut lire qu'elle est condamnée pour corruption. Alors, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que deux choses. La première, être certifié ISO 37001 ne garantit pas l'absence de corruption. Et c'est extrêmement confortable pour nous, auditeurs, quand on vient auditer une organisation ou une entreprise, c'est que notre rôle n'est pas de chercher ni de trouver la corruption. Ça, c'est le rôle de la police, du parquet, des agences qui vont bien, mais ce n'est pas, c'est le rôle de la justice, ce n'est pas le rôle de l'auditeur et ce n'est pas le but de l'ISO 37001. Le rôle de l'ISO 37001, c'est de mettre en place des mécanismes de prévention très forts, très poussés, adaptés au niveau de risque. Et si jamais, effectivement, on détecte des cas de corruption, de les gérer en tant que tels, mais l'objectif premier, il est justement de ne pas arriver à des situations de corruption et de les anticiper. Deuxième chose à mémoriser de la situation d'Eni, c'est qu'il peut y avoir des décalages très forts dans le temps. Parce qu'à partir du moment où l'acte de corruption a eu lieu, il faut un certain temps pour que les choses soient connues, ensuite que soient conduites les investigations, qu'elles soient éventuellement sujettes à négociation ou à procès. Il peut y avoir un grand nombre d'années entre le moment où a eu lieu la corruption et le moment où a lieu la condamnation. Et ça, c'est systématique. Ce qui peut conduire à ce qu'une entreprise se soit amendée, ait mis en place de bonnes pratiques, l'ait fait vérifier par un auditeur externe, soit certifié, et en même temps être condamnée parce que 5, 10, 15 ans auparavant, il y a eu des pratiques délétères dans l'organisation. Donc, l'approche 37001, l'intérêt premier, c'est que ce n'est pas une norme élaborée par un pays, et qui essaye de l'imposer aux autres. On est dans une approche où effectivement on est tombé d'accord sur un périmètre commun de bonnes pratiques et de bonnes méthodes internationales. Et on est bien sur quelque chose qui est, entre guillemets, applicable un peu partout sur la planète et à un grand nombre de types d'organisations, entreprises, mais organisations publiques également. L'approche de fond, elle est éminemment méthodologique et appuyée sur une méthode que l'on connaît depuis relativement longtemps, qui est la logique de l'amélioration continue, la fameuse roue de l'amélioration continue ou du Plan, Do, Check, Act, qui consiste à planifier, c'est-à-dire à définir là où le système de management, ça a du sens qu'il soit implanté, à définir quelles sont ses grandes orientations, ensuite à faire fonctionner les contrôles, les actions de sensibilisation, etc., pour ensuite venir mesurer au travers d'un certain nombre d'indicateurs qu'effectivement on atteint bien les objectifs que l'on s'est fixés, et derrière, de pouvoir se benchmarker, de pouvoir améliorer les processus dans une logique de, quand on enclenche la roue suivante de l'amélioration continue, on est sur un système qui est un peu plus sécurisé, un peu plus pertinent. Ça, c'est la logique globale qui a été retenue et qui est intéressante parce qu'elle prend le contre-pied ou elle prolonge plus exactement certaines approches antérieures, peut-être un peu plus juridiques, qui étaient plus dans une logique du plan do, éventuellement du check, mais la logique du act et la logique du pilotage est un peu moins présente dans une approche un peu plus juridique de la prévention de la corruption. Jean-Pierre l'a dit,
on a dialogué avec l'ISO et quelque part, la norme ou le format de norme le plus adapté, c'était celui d'une norme de système de management. Et comme vous le savez sans doute, les normes de système de management, aujourd'hui, il y en a plus d'une vingtaine qui sont disponibles, qui existent, dont un certain nombre sont sujettes à certification. Quand vous lancez en interne une démarche de système de management de la qualité, une sur l'environnement, etc., il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être communs et vous pouvez avoir intérêt à intégrer vos systèmes en un seul système de management, ou en tout cas dans un système de management intégré pour mutualiser certaines étapes, certaines tâches à réaliser. Et pour ce faire, aujourd'hui, la structure de référence, c'est ce qu'on appelle la structure HLS, High Level Structure, qui est une structure commune pour toutes les normes de système de management, avec un sommaire qui est le même, qui s'appuie sur la même logique du PDCA, et avec des sous-chapitres qui sont structurés de façon comparable afin de faciliter l'intégration des systèmes. L'ISO 37001 est une norme de structure HLS, donc elle est faite, si on le souhaite, pour être, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, intégrée au système éventuellement déjà existant. Alors, on va rentrer un cran plus dans le détail. On va parcourir ces 4 étapes du Plan Do Check Act pour voir ce que nous recommande l'ISO 37001 à mettre en place pour prévenir la corruption dans une organisation. Dans le plan, la première chose à faire, elle est de mesurer le risque, de mesurer quels sont les postes ou les projets ou les fonctions qui sont le plus exposés au risque de corruption. Pour pouvoir élaborer correctement cette analyse de risque, on a besoin d'avoir une idée particulièrement fine et particulièrement aboutie du contexte de l'organisation, d'avoir une idée de quelles sont les régions ou les pays où on est implanté et de l'existence plus ou moins forte de scénarios de corruption dans ces zones géographiques-là. On a besoin de connaître de façon fine quelle est la législation qui nous est applicable. Donc, avoir une connaissance du contexte. En parallèle de ça, on a besoin d'avoir une connaissance de ces parties prenantes. Qui sont les parties prenantes et lesquelles ont éventuellement des attentes sur le sujet de la corruption. Vous pouvez avoir, par exemple, dans un pays, une agence anticorruption qui est en place, qui a émis un certain nombre de règles ou de recommandations. Et cette agence, elle s'attend à ce que les organisations prennent en compte, mettent en œuvre ces mécanismes de prévention et ces recommandations. Donc, connaissance du contexte, connaissance des parties prenantes ou des parties intéressées, ça nous permet de faire une mesure fine en interne de où sont localisés les risques de corruption dans l'organisation. Ça va être, on a des fonctions qui sont quand même traditionnellement à risque. La fonction vente, les commerciaux peuvent être tentés de verser des pots de vin pour gagner des marchés. Ça peut être la fonction achat, où on peut être tenté de recevoir des pots de vin en échange d'un favoritisme pour un fournisseur. Ça peut être la fonction ressources humaines, où on peut être tenté de demander un pot de vin pour faciliter un recrutement ou une promotion. Ça peut être la fonction finance, où on peut être tenté d'orienter contre rémunération ou avantage, d'orienter les flux financiers de l'entreprise. Une fois, et cette étape d'identification des risques, elle est fondamentale parce que quelque part, on ne va déployer le système de management quelque part qu'aux endroits où il y a des risques pertinents. S'il n'y a pas de risque, vous allez déployer quelque chose de beaucoup plus léger que là où il y a des risques effectifs. Ayant connaissance des zones, entre guillemets, rouges de l'organisation, le rôle de la direction générale, le rôle de l'organe de gouvernance, du conseil d'administration, par exemple, ou pour une organisation publique, par exemple, de son ministère de tutelle, ça va être de définir les orientations, c'est-à-dire de définir
sur quel périmètre on va déployer le système anticorruption et quels vont être les axes de travail, quelles vont être les grandes règles qu'on va inscrire dans une politique anticorruption qui va se traduire ou qui peut se traduire par des codes d'éthique ou ce genre de choses. Et de façon un peu plus fine, on va, pour pouvoir piloter le système, définir les objectifs que l'on va chercher à atteindre d'une année sur l'autre. Donc, on va avoir un engagement et on va avoir besoin d'un engagement très fort du leadership de l'organisation pour asseoir effectivement que nous, ce qu'on veut faire, c'est petit 1, éradiquer la corruption, petit 2, mettre en place les contrôles qui vont bien, petit 3, développer une culture d'intégrité sur ces sujets, etc., etc. La direction va également définir en matière de périmètre, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, est-ce qu'on va travailler d'abord sur une partie de l'organisation ou sur toute l'organisation? Si on est sur une grosse entreprise, est-ce qu'on va travailler d'abord sur le pays d'origine, sur le siège et les 2 ou 3 établissements, et ensuite déployer sur les filiales, et dans quel ordre sur quelle filiale, idéalement en fonction de la priorité en matière de risque. Et pour pouvoir se faire, on va aussi, dans cette étape du plan, définir de façon fine quelles vont être les actions, les instructions, éventuellement les processus qu'on va mettre en place ou comment on va faire évoluer le processus vente, le processus achat qui préexistait à la mise en place ou à l'intégration d'une démarche anticorruption. Mais ça va conduire aussi à la définition d'un certain nombre de contrôles financiers ou non financiers qu'on va planifier, qu'on va identifier en matière d'implantation géographique dans l'organisation, etc. Et enfin, pour que ça puisse fonctionner, le système va, comme tout système de management, avoir besoin de ressources pertinentes, de ressources compétentes sur ce sujet. Et il me semble important de mettre en avant ce volet-là parce que, quelque part, quand quelqu'un cherche à faire de la corruption, il va toujours faire ça de façon cachée. On cherche à contourner les contrôles quand on veut faire de la corruption et à ne pas être, entre guillemets, repéré ou vu. Ça veut dire que les contrôles à mettre en place, c'est fondamental parce que ça permet de mesurer les choses de façon factuelle, mais ça peut ne pas être suffisant. Et pour une personne qui cherche à contourner les choses, on va avoir besoin d'autres mécanismes qui vont être complémentaires au contrôle. Et le développement d'une culture anticorruption, d'une culture du comportement éthique, et de la construction des compétences requises pour savoir comment se comporter quand on est confronté à une situation de tentative de corruption, eh bien, ça, c'est au moins aussi important parce que ça permet à un moment donné, dans toutes les situations où quelqu'un cherche à contourner un contrôle, à ce que les personnes qui sont autour aient conscience que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas conforme à l'éthique de l'entreprise et c'est prendre un risque pour l'entreprise ou pour l'organisation. Donc, le développement de cette culture et de cette compétence est au moins aussi important que la définition des contrôles à mettre en place. Une fois qu'on a planifié tout ça, on peut rentrer dans la vraie mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on appelle la vraie mise en œuvre? C'est-à-dire, on va contrôler les notes de frais, on va contrôler les prises de décision, etc. Dans le chapitre 8 de l'ISO 37001, on va retrouver une liste de très bonnes pratiques internationales de mécanismes de lutte ou d'anticipation des situations de corruption. Et là, on a effectivement beaucoup de retours d'expérience de ce qui se fait à l'international et de ce qui fonctionne et de ce qui est pertinent. Comme toute approche de système de management, la première étape consiste à organiser les choses, à planifier les choses de façon opérationnelle, à identifier les risques éventuellement spécifiques à la mise en œuvre par certaines fonctions, que ce soit les RH, la vente ou la finance, ou par certains processus. Et après,
on vient dérouler un certain nombre de mécanismes. J'en cite quelques-uns ici. Le premier, c'est la fameuse due diligence. Qu'est-ce que c'est qu'une due diligence? Une due diligence, ou une diligence raisonnable en français selon les traductions, quand vous avez à un moment donné un projet qui va démarrer avec de nouveaux partenaires, il peut être opportun de mesurer le niveau de risque propre à cette transaction, à ce partenaire. Et à ce moment-là, on va lancer effectivement une mesure de risque, une investigation qui peut se traduire par des questionnaires, par la recherche d'informations auprès d'agences dédiées. Toutes les sources d'informations sont bonnes à prendre, afin de se faire une idée de cette transaction, ce partenaire, ce fournisseur. Est-ce qu'effectivement, ce futur embauché, est-ce qu'il présente l'émergence d'un risque de corruption pour la structure ou pas? Et en fonction des conclusions de la due diligence, on peut rentrer dans une logique de maîtrise de ce risque, avoir plein de possibilités, soit se dire, eh ben, c'est bon, les résultats sont favorables, on continue comme ça, ou alors il y a lieu de mettre en place un plan de prévention particulier, par exemple, de faire signer par le partenaire un engagement complémentaire de non-pratique de corruption sur certaines situations où on a identifié que peut-être il pouvait être un peu juste, mais ça peut être aussi de dire, ben voilà, si on décide de faire ce projet, on met en place des contrôles supplémentaires spécifiques à ce projet pour venir atténuer le niveau de risque. Par exemple, on peut identifier que ça conduit l'entreprise à intervenir avec des services des douanes, ce qui n'était pas le cas sur des projets précédents. Donc, à ce moment-là, les douanes étant un lieu de risque de corruption possible, on met en place quelque chose de particulier. Les contrôles financiers sont des choses normales, naturelles dans une organisation qui consistent à s'assurer que, effectivement, les flux financiers sont correctement contrôlés et quand il y a un virement qui est demandé, il correspond effectivement à une vraie prestation et que le compte en banque sur lequel on le vire correspond bien à celui de l'entreprise qui a effectué la prestation, etc., etc. Les contrôles non financiers peuvent être, par exemple, si on prend l'exemple des achats, sur la séparation des rôles entre celui qui demande un achat, celui qui qualifie le fournisseur et celui qui adresse la demande d'achat, par exemple, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec le fournisseur. Ensuite, il y a un cas extrêmement intéressant qui est celui, je disais tout à l'heure, le système de management, on peut le dérouler sur un périmètre siège plus quelques établissements. Et dans le cas où on a des filiales ou alors qu'on travaille en partenariat sous forme de JV ou de consortium, sans que ces filiales ou ces JV ou ces consortiums ne soient inclus dans le périmètre formel de déploiement de la démarche anticorruption, l'ISO 37001 prévoit quand même que ces structures ne doivent pas trop facilement héberger les actes de corruption et on les met en dehors du périmètre, comme ça, nous, le siège, on est couvert, c'est en dehors du périmètre. Non, là-dessus, la vie n'est pas aussi simple et fort heureusement, l'approche 37001 est assez cohérente. Elle consiste à dire très bien, mais commencer par, là aussi, mesurer quel est le niveau de risque de corruption dans ces filiales, dans ces JV, que peuvent représenter ces partenaires. Et cette mesure de risque, elle est fondamentale pour déterminer, et là, c'est une exigence, pour déployer des moyens de prévention de la corruption qui soient reliés au niveau de risque que peuvent représenter ces entités. Et si jamais ce n'est pas possible, c'est-à-dire que si les moyens de prévention à mettre en place ne sont pas suffisants ou si en face, il n'y a pas de volonté de les mettre en place, tout comme tout à l'heure dans les due diligence, on vient mesurer un niveau de risque et on vient prévoir un plan d'anticipation, un plan de mitigation du risque, et bien dans tous ces cas de figure, si jamais le niveau de risque résiduel, une fois mis en place ces moyens particuliers éventuellement supplémentaires, eh bien l'exigence, elle est claire, elle dit il ne faut pas faire
ou alors il faut se sortir de ce risque ou de ce projet sur lequel on n'a plus la maîtrise et où il pourrait y avoir des situations de corruption dont on deviendrait à ce moment-là carrément garant ou complice. Donc, c'est une manière d'intégrer dans le périmètre d'analyse de risque, pas forcément dans le périmètre du système, mais dans le périmètre d'analyse de risque, les co-entreprises, les filiales et ce genre de choses. Enfin, des choses particulièrement connues qui sont avoir une politique sur tout ce qui est cadeaux, mécénat, voyage d'affaires et ce genre de choses, pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des actes de corruption, soit cadeaux que l'on reçoit, soit cadeaux que l'on donne au nom de l'organisation, etc. Et ça, c'est très important, notamment dans les pays où la culture du mécénat et de la charité est très importante dans le cadre de la vie éthique de l'organisation. L'idée n'est pas de les supprimer, même si certaines organisations ont décidé d'avoir des politiques très jusqu'au boutiste là-dessus, mais en tout cas d'avoir une politique et de contrôler l'exécution de cette politique. La procédure d'alerte, les lanceurs d'alerte sont fondamentaux, ou en tout cas la possibilité de lancer des alertes est fondamentale pour protéger l'organisation contre des personnes qui auraient des comportements non éthiques dans l'organisation. Elle est fondamentale, elle doit être confidentielle. Vous le savez, les lanceurs d'alerte ne vivent pas forcément très bien, donc l'absence de représailles doit être une priorité de l'organisation et de la direction de l'organisation. Et derrière la procédure d'alerte, c'est toute la procédure d'investigation qui, elle, doit aussi être particulièrement délicate. Et si jamais on arrive à des situations avérées de de comportement non conforme à la politique anticorruption ou à la politique éthique de l'organisation, eh bien oui, on rentre dans des mécanismes de sanctions qui, là, s'appuient sur les possibilités et les obligations légales de l'organisation, etc. Donc, on vient déployer tout un tas de mécanismes. Et ensuite, on vient compléter ça dans une étape de check, on vient mesurer des indicateurs, on vient conduire des audits, on vient se soumettre éventuellement à des audits externes, par exemple l'audit de certification, ce genre de choses. Et on vient revoir le système au niveau de la fonction anticorruption, de la fonction compliance, au niveau de la direction générale, et s'il existe, au niveau de l'organisme l'organe de gouvernance. Ce qu'on appelle l'organe de gouvernance, c'est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou ce genre de choses. Et si jamais il y a des dysfonctionnements majeurs qu'on va qualifier de non-conformité, on vient systématiquement les traiter, les suivre et améliorer les processus pour que dans la prochaine étape du plan, on ait un système qui soit meilleur, plus adapté. Alors, pour ceux qui manquent d'idées sur les indicateurs, je vous ai mis une source ici, on reviendra tout à l'heure sur quelques éléments d'indicateurs. Alors, chose essentielle, je vous donne ici le détail des chapitres 4 à 10, c'est-à-dire le détail du sommaire de la norme. Avec, en rouge, le but n'est pas de faire de vous des experts de la lecture du sommaire de la norme, hein, mais c'est juste pour vous donner deux images visuelles. La première, c'est en rouge, quels sont les éléments qui vont être spécifiques à l'approche anticorruption par rapport aux autres normes de système de management. Alors bien sûr, il y a des spécificités dans tous les chapitres, mais les grands apports spécifiques, ils vont être effectivement dans ces chapitres en rouge. Et vous voyez que le chapitre 8, on y retrouve les éléments opérationnels, les bonnes pratiques internationales de mise en œuvre. Et alors sur ce schéma, je vais rajouter, vous avez en 4.5, la fameuse évaluation des risques de corruption. Et je vais rajouter là-dessus, là où cette analyse de risque vient jouer de façon très forte.
Elle vient jouer de façon très forte pour, et je vous montre ça pour illustrer le caractère particulièrement central de cette analyse de risque. C'est sur la base de cette analyse de risque notamment qu'on vient définir le périmètre d'application du système. Il serait assez peu pertinent de déployer des mécanismes de prévention sur des fonctions qui ne sont pas exposées. Ça vient aussi jouer sur la définition des priorités. Les priorités doivent être en lien avec les risques les plus critiques. Idem pour les objectifs. Et la compétence des personnes, il est opportun de la construire sur les postes en premier lieu les plus exposés qui ont été identifiés dans l'analyse de risque. Et idem pour tout ce qui est mécanisme de mise en œuvre, on va commencer par les déployer en priorité là où il y a des risques. Et pareil, la conduite de l'audit et la mesure, on va essayer, si on veut piloter le système et piloter d'une part son déploiement, d'autre part sa performance, on va conduire en priorité les audits sur les endroits les plus risqués. Et si certains endroits qui sont peu ou pas exposés au risque de corruption ne sont pas audités dans un premier temps, ça ne va pas être un souci majeur. Et pareil, on va revoir le système à l'échelle de la direction en fonction des priorités et des risques identifiés. Ça, c'est une particularité de l'approche ISO 37001 par rapport aux autres normes de système de management pour lesquelles l'évaluation des risques, elle intervient un petit peu plus tard, même si les choses ont évolué depuis les nouvelles versions des normes de système. Voilà un petit peu les grands mécanismes de fonctionnement et de déploiement. Un ou deux petits focus pour éclairer ça. Si on prend le processus achat et qu'on examine le risque associé. Dans le risque achat, il y a plein d'endroits où la corruption peut venir s'inscrire. Ça peut être dans le choix des fournisseurs et eux-mêmes peuvent être source de tentatives de corruption. Vous faites construire un bâtiment pour un entrepôt et l'entreprise de gros œuvres vous propose, si vous êtes dans un pays où le climat est intéressant, de vous construire votre piscine personnelle en échange de 5% de plus sur le prix du contrat. Je vous donne des exemples observés réellement. Ça peut être aussi au moment de la réception des achats, qui plus est, si ce sont des achats de prestations, il peut y avoir des choses particulières qui sont mises en œuvre. Alors, je ne vais pas faire un tour exhaustif de toutes ces étapes, mais ce qui est, parce que le but n'est pas de vous former à comment organiser la corruption, ça je pense qu'en général on ne manque pas d'idées là-dessus quand on veut rentrer là-dedans. Mais ce qui est opportun, c'est d'avoir une idée de quelle est la logique avec laquelle on peut appréhender, par exemple, cette notion de prévention des achats. Je mets en avant une petite phrase que j'aime bien qui est le risque d'un accord historique. Quand vous voyez dans la presse ou toujours... il y a des gens qui disent, voilà, on a signé un partenariat historique, on a noué une relation exceptionnelle pour le futur. Quand on vous présente un accord qui se présente comme historique, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui a fait qu'avant, ce n'était pas possible et qu'aujourd'hui, on a noué cet accord historique? Et est-ce qu'il n'y a pas une des étapes, par exemple, dans le processus achat, qui a été un peu malmené pour que cet accord puisse être signé. Et si ça s'est produit de façon éthique, très bien. Sinon, ça peut être intéressant d'examiner comment renforcer la fiabilité de ce processus pour éviter qu'on puisse être attaqué derrière ou qu'on puisse avoir des actes répréhensibles qui soient conduits en interne. Et donc, la ligne directrice, c'est cette fameuse segregation of duties, séparation des responsabilités. Et j'ai mis là volontairement en plusieurs couleurs différents rôles qui viennent s'enchaîner. Ils peuvent être celui du référencement dans l'identification des fournisseurs et sous-traitants possibles, celui de l'expression du besoin d'un achat,
le moment où on va avoir une prise de décision, où on va dire pour répondre à ce besoin, on va choisir ce fournisseur ou ce sous-traitant. On va ensuite émettre un bon de commande, réceptionner le bien ou le service, éventuellement s'il y a des écarts, gérer ces écarts. Ensuite, au niveau du process financier, valider la facture et engager, enclencher le paiement. On pourrait aller plus fin, mais l'idée est, dans la mesure du possible, de rendre indépendant ou, si on ne peut pas le rendre indépendant, collectif, les prises de décision ou certaines de ces étapes. L'idéal étant d'avoir, entre guillemets, une fonction ou une personne différente pour chacune de ces étapes. Si vous êtes une entreprise de 12 personnes, dont sur les 12 personnes, vous avez 5 personnes qui font de la production de biens ou de services, c'est absolument impossible d'avoir ce niveau de détail, ce niveau de détail de séparation. Dans les plus grosses entreprises, oui, c'est possible, c'est recommandé et on a même des choses plus fines. Donc à ce moment-là, on cherche à avoir le niveau d'indépendance le plus développé possible au regard de la structure, du métier et de l'histoire de l'organisation. Et alors, si on cherche à suivre ces choses de façon un peu fine, je vous ai mis ici, alors je m'excuse, c'est en français, mais on a, c'est en anglais, mais on a beaucoup de ressources en anglais sur ces sujets-là et encore trop peu de ressources qui soient pleinement traduites en français. Mais je vous ai mis ici un exemple assez intéressant de points sur lesquels on peut mettre des indicateurs pour se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait mesurer pour pressentir le risque de corruption. Je vous donne un exemple sur une grande capitale d'un pays dont je tairai volontairement le nom, où vous aviez un grand acteur privé qui obtenait tous les marchés publics, gros œuvres dans la région, avec un prix de vente qui était assez impressionnant par rapport au budget prévu par la collectivité. C'était budget de la collectivité moins $1, quel que soit le marché. Donc là, on pouvait mettre en place des indicateurs pour identifier ce marché. Alors, en synthèse, je dirais que l'idée, elle est de commencer par identifier ces risques et de définir sur la base de cette analyse de risque, et pas que sur la base du doigt mouillé ou de l'envie de la direction générale ce jour-là, de définir ses priorités et sur la base de ces priorités, de déployer les moyens de contrôle, les moyens de prévention, les moyens de sanction, de surtout mesurer les choses pour s'assurer qu'on atteint bien les objectifs et on travaille bien dans le sens d'une meilleure maîtrise des risques, dans une logique globale d'amélioration continue et d'amélioration notamment de son analyse de risque et du niveau de maîtrise des risques. Voilà ce qui me semblait important de dresser pour vous donner une idée concrète de comment fonctionne cette logique. Vous voyez qu'il y a une recherche de cohérence globale qui est extrêmement importante. Je vais partager avec vous quelques retours d'expérience, mais je vais commencer par justement cette question de cohérence. Une organisation qui formerait des personnes sans s'être posé la question est-ce que former les personnes à la prévention de la corruption, sans s'être posé la question est-ce que ces personnes sont réellement exposées, est-ce que ce sont les plus exposés. Donc, on décide de former des personnes et on met en place des contrôles financiers et non financiers sur certains achats, par exemple, sans s'être posé la question, sans avoir, par exemple, identifié que le risque majeur, il était peut-être au niveau des commerciaux qui cherchaient à avoir des contrats. Donc, c'est cette recherche de cohérence qui est fondamentale dans l'approche en système de management anticorruption. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que c'est un sujet particulièrement délicat. Et quand je prends ma casquette d'auditeur, quand on interroge une direction générale ou un directeur commercial sur comment est-ce que l'organisation se protège contre lui, non pas lui en tant qu'individu, mais entre personnes qui occupent cette fonction, comment est-ce qu'on se débrouille pour que la direction générale ou la direction commerciale ne soit pas source de corruption pour l'organisation. Il faut être très vigilant à ce que ce ne soit pas pris à titre personnel comme une
interrogation, voire une remise en cause de l'éthique personnelle, mais on vient interroger l'organisation. Comment est-ce que l'organisation fonctionne pour assurer une éthique au niveau de la direction ou de sa direction générale? C'est aussi un sujet délicat parce que les enjeux, je vous disais tout à l'heure en introduction, quand on parle de corruption, dans certains endroits sur la planète, on est déjà à moitié, entre guillemets, coupable. Il peut y avoir des conséquences terribles pour l'entreprise, pour l'organisation et pour les personnes, ce qui renforce le caractère délicat du sujet. Ensuite, il ne faut pas se tromper de rôle. Quand on met en place la démarche anticorruption, on cherche à éviter la corruption, mais on cherche aussi à identifier les situations de corruption pour les assainir. Quand on est auditeur, on n'a pas le même rôle que quand on est, entre guillemets, la cavalerie qui vient ou l'équipe de police ou l'équipe mandatée par un ministère de la Justice pour venir enquêter. Quand on est auditeur, notre rôle, il est de mesurer les mécanismes de prévention et si l'entreprise a identifié des situations de corruption, comment elle les a gérées. Notre rôle n'est pas de chercher la corruption. Notre rôle, par contre, est d'imaginer tous les scénarios de corruption que l'organisation pourrait imaginer pour organiser la corruption et de s'assurer que ces mécanismes-là sont pris en compte dans l'analyse de risque et sont traités dans les actions de prévention. Quand on parle de prévention de la corruption, il y a un sujet fondamental qui est celui d'anticiper les conflits d'intérêts. Je discutais avec des élus il n'y a pas très longtemps et les élus me disaient mais on ne peut pas parler de conflit d'intérêts parce que c'est condamnable. En fait, dans leur esprit, pareil, pour un certain nombre d'élus ou de personnes exposées politiquement, à partir du moment où on utilise le vocabulaire conflit d'intérêts, même si c'est un conflit d'intérêts potentiel, dans leur esprit, ils sont presque condamnables. Donc, il faut là aussi travailler sur une amélioration de la culture en interne de l'organisation, au niveau des personnes exposées politiquement, pour que la prévention des conflits d'intérêts devienne un mécanisme systématique, transparent, etc. Autre point particulièrement délicat, quand on parle de lanceurs d'alerte. Dans la culture anglo-saxonne, on va dire que c'est pas mal dans la culture. Il y a pas mal de pays dans lesquels c'est pas trop dans la culture et il y a une primauté de l'entraide au détriment de la dénonciation du conflit d'intérêts. C'est un mécanisme qu'il convient de sécuriser au maximum pour qu'il puisse réellement être au service non pas des personnes et d'arrangements particuliers, mais au service de la bonne survie, de la bonne éthique de l'organisation. Enfin, pour finir, deux petites remarques de conclusion. La première, c'est que c'est un sujet sur lequel vous avez énormément de choses qui sont disponibles à l'international parce que vous avez beaucoup d'organisations, d'ONG, de sites Internet qui mettent à disposition de la matière. Par contre, la législation évolue vite et beaucoup de choses on est là sur un webinaire en langue française, beaucoup de choses se passent en langue anglaise. Donc, c'est devenu un impératif aujourd'hui de faire sa veille et notamment sur un certain nombre d'approches anglo-saxonnes qui peuvent être des ressources très intéressantes pour vous. Enfin, dernière chose, j'aimerais attirer votre attention sur une question de culture. La compliance est historiquement le champ des juristes, des avocats. Les systèmes de management est historiquement plutôt né dans l'opérationnel, dans les processus, voire dans les environnements, si je caricature un peu, de production. Et j'insiste, ce n'est qu'une caricature. Les systèmes sont centrés sur l'amélioration continue. L'approche juridique, elle est centrée sur j'édicte des règles et je vérifie la bonne exécution et la bonne application des règles. La question de la définition
et les règles, entre guillemets juridiques, s'appliquent à tous et partout. L'idée de définir des priorités, de piloter l'opérationnel et la mise en œuvre de ce système de management et de rentrer dans une logique d'amélioration continue, ce sont des choses qui doivent rentrer dans la culture de la compliance, qui n'y sont pas forcément de façon spontanée. Et on peut avoir, et c'est le dernier retour d'expérience que je partage, on peut avoir parfois un vrai dialogue de sourds quand vous avez un système de management, par exemple 9001, 14001 en place et une direction de la compliance, qui se retrouvent pour discuter comment est-ce qu'on fait un système de management de la prévention de la corruption. Parfois, on se dit il suffit de mettre les deux ensemble et ça va fonctionner. Il y a besoin d'une très forte dose d'écoute mutuelle et d'enrichissement mutuel pour que ce soit effectivement une équation qui fonctionne et une alchimie qui prenne pour que globalement ce soit quelque chose qui soit effectif sur le terrain et que ça permette de traduire une vraie culture éthique de l'organisation. Voilà les éléments que je souhaitais partager avec vous à ce stade. Merci beaucoup, François, pour cette élaboration sur les normes. C'était un défi assez élevé pour une trentaine de minutes de parler d'une norme extensive comme ça. On a déjà regardé un tout petit peu les questions posées dans le Q&A. Il y a beaucoup de questions qui sont liées avec où on peut avoir le texte de la norme. Je veux devenir expert de la norme. Qui peut mettre en place la norme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont s'adresser via nos membres dans le pays, dans les organisations nationales de normalisation. Donc, avant de donner la parole à M. Taïbi, on va juste savoir, une dernière polling question de vous. Est-ce que vous connaissez l'ONN, votre organisation nationale de normalisation dans votre pays? Effectivement, on a vu au début, la moitié des participants vient de ONN, donc, mais il y a quand même une partie qui ne vient pas d'ONN, donc ça va être intéressant de voir quand même si vous êtes au courant de votre organisation de normalisation. Parce que cette organisation peut vous donner beaucoup d'idées, d'informations sur la norme et la mise en œuvre de normes. Donc, on laisse encore quelques secondes. Pas tout le monde qui a voté encore. Voilà, on peut fermer le polling et partager les résultats. Donc, effectivement, la majorité connaît les ONN, c'est bien, mais il y a quand même une partie, presque 20%, qui ne connaît pas encore l'ONN, l'Organisation nationale de normalisation de leur pays. Donc, on vous encourage de prendre contact avec eux. Et aussi, on vous montre un bon exemple de travail de notre membre dans l'anticorruption. C'est pour ça qu'on a invité M. Abram Taïbi, qui est directeur de IMANOR, c'est l'Institut marocain de normalisation. Donc, c'est le membre de ISO Maroc. Et c'est lui qui a partagé son expérience concernant la participation marocaine dans l'élaboration de la norme, ainsi que dans la diffusion de la norme au Maroc. M. Taïbi lui-même, il préside le comité miroir national marocain, chargé de la normalisation dans le domaine du management anticorruption. M. Taïbi, la parole est à vous. On va juste qu'il va mettre la présentation qu'il va partager avec nous. Le microphone, il est coupé aussi. Ouais, il convient de partager l'écran numéro 2. Ah. Donc, désolé, je vais changer l'écran. C'est toujours le même.
toujours numéro 2. On est toujours en mode... C'est bon, François? Non, on est toujours en mode édition, là. Mais mot de présentation peut-être. Ah, Non, ça marche pas. Non. Alors, arrêtez le partage et Non, c'est toujours le même. c'est toujours le même? Ah, c'est bon. C'est bon. Parfait. Merci. Donc, bonjour. C'est un plaisir de partager avec vous l'expérience du Maroc dans la mise en œuvre de la norme ISO 37001. Donc, un petit mot sur l'Institut marocain de normalisation. Donc, l'IMANOR, c'est c'est l'organisme officiel marocain chargé de la normalisation et les membres de l'ISO. Donc, il est administré par un conseil d'administration regroupant le secteur privé et public. L'IMANOR représente le Maroc auprès de toutes les organisations internationales et régionales de normalisation. Je citerai l'ISO, l'IEC, mais également l'Association africaine, régionale africaine de normalisation, et elle est aussi membre associée au Comité européen de normalisation électrique et électrotechnique. Nous avons publié jusqu'à présent plus de 15 500 normes marocaines qui sont en large cohérence avec les normes internationales et européennes. Et bien sûr, on gère le point d'information sur les normes dans le cadre de l'accord de l'OMC. L'expérience du Maroc ou de l'IMANOR en matière de mise en œuvre de la norme ISO 37001, donc elle intervient sur 3 axes. Le premier, en tant qu'acteur dans la mise en œuvre de la politique publique relative à la lutte contre la corruption. Le deuxième, c'est en tant qu'organisme de normalisation, donc en ce qui concerne les normes, la formation sur les normes et la sensibilisation, mais également en tant qu'organisme de certification qui aide les entreprises à attester la conformité de leur démarche par rapport à la norme ISO 37001. Et aussi, c'est un organisme qui est exposé, le troisième axe, nous sommes un organisme exposé au risque de corruption. Donc, on doit donner l'exemple à travers la mise en place de la démarche ISO 37001 au sein de l'organisme. Le premier axe, l'axe politique publique. Donc, le Maroc, avec la nouvelle constitution publiée en 2011, elle a renforcé les acquis en matière de droits de l'homme et du rôle de la société civile, donc à travers le renforcement des principes de bonne gouvernance, de la transparence, etc. Nous avons également, le Maroc a constitutionnalisé les institutions de gouvernance telles que l'instance nationale de probité et de la probité et de lutte contre la corruption, également l'institution du médiateur et le conseil de la concurrence. Nous avons également mis dans la Constitution le droit d'accès à l'information qui a été aussi renforcé par la publication de plusieurs lois pour aussi mettre à contribution ces outils dans le cadre de la lutte contre la corruption. Également, dans la Constitution, nous avons introduit la criminalisation des infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux défis d'initiés, au trafic d'influence, etc. Donc, toujours dans l'axe politique, donc dès 1999, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption considérée comme tabou une priorité nationale. Donc, les différents gouvernements ont toujours considéré que la lutte contre la corruption est une priorité pour le gouvernement. La préparation des programmes nationaux en lutte contre la corruption, surtout en 2005 et 2010, et la ratification par le Royaume du Maroc de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2007. Et beaucoup de réformes juridiques et institutionnelles ont été introduites pour
créer le cadre adéquat de lutte contre la corruption et la stratégie. Donc, toutes les parties ou toutes les parties prenantes se sont réunies autour de l'instance nationale de lutte contre la corruption pour établir une stratégie de lutte contre la corruption pour le Maroc afin, pour deux objectifs. Premièrement, inverser la tendance de manière irréversible et visible et renforcer la confiance des citoyens. Et deuxième objectif, c'est d'améliorer l'intégrité des affaires et le positionnement du Maroc à l'international. C'est le contexte politique et institutionnel qui était favorable pour lancer des initiatives volontaires. Donc, c'est pourquoi l'axe de normalisation est là et s'est servi de ses acquis pour permettre à l'Imanor d'intégrer les travaux internationaux en matière de normalisation dans le domaine de la responsabilité sociétale en général, en adhérant au comité qui a élaboré la norme 26 000, parce que la lutte contre la corruption fait partie de cette démarche. Également, nous avons formé dans ce cadre 15 experts nationaux, qui sont des consultants mis à la disposition de l'entreprise pour l'aider à contenir ou à maîtriser les aspects liés à la responsabilité sociétale dans la lutte contre la corruption. Nous avons adhéré au groupe qui a élaboré la norme ISO 37001, à savoir le comité de projet ISO 278, et créé un comité miroir pour suivre ces travaux. Nous avons participé aux consultations sur l'ISO et nous avons voté positivement pour l'adoption de la norme ISO 37001, bien sûr en concertation avec toutes les parties prenantes. Et également, nous avons adopté la norme ISO 37001 en tant que norme marocaine. Et après la création ou la transformation du comité de projet en comité ISO 309 sur la gouvernance des organisations, nous avons intégré ce comité. Toujours sur l'axe de normalisation en matière de promotion, nous avons organisé un séminaire en collaboration avec l'ISO en 2018 en invitant toutes les institutions publiques fortement exposées au risque de corruption pour les sensibiliser sur l'existence de la norme. Nous avons organisé également en marge de la journée mondiale de la normalisation une journée nationale pour parler au grand public sur ce fléau et aussi pour montrer le rôle qui peut être joué par la norme pour combattre la corruption. Et aussi, nous avons organisé des sessions de formation sur la norme au profit des entreprises et également au profit des opérateurs économiques. Et nous avons diffusé des supports promotionnels. Pour l'axe formation, nous avons développé des supports de formation sur la norme et sur l'ISO 37001 et sur l'audit par rapport à cette norme. Et également, on offre dans notre catalogue de formation des modules de formation destinés aux entreprises et aux administrations pour les familiariser avec la norme, avec l'utilisation de cette norme. Pour l'axe de certification, bien sûr, il faut donner à l'entreprise la possibilité de se faire certifier et de démontrer sa capacité à maîtriser les risques de corruption. Donc, nous avons mis en place un système de certification 37001, bien sûr, en respectant les règles et les standards internationaux, surtout la norme ISO/IEC 17021-9 éditée par le CASCO, sur l'organisation d'un organisme de certification anticorruption. Et nous avons également formé des auditeurs et les qualifiés. Nous avons 15 auditeurs officiellement qualifiés et sont aussi des consultants qui peuvent offrir leurs prestations aux entreprises qui souhaitent mettre en place cette démarche. Et nous avons réalisé des audits à blanc. Nous avons certifié une dizaine d'entreprises, mais nous avons beaucoup d'entreprises qui sont en cours et qui règlent les différents éléments concernant la mise en place de la norme pour pouvoir demander la certification. En ce qui concerne l'exemplarité, donc nous avons décidé, avec l'appui de l'ISO, de mettre en place une démarche anticorruption au sein de l'Imanor. Donc l'ISO a mobilisé un expert pour nous aider à accomplir cette tâche. Nous avons désigné un responsable de la fonction anticorruption et mis en place, bien sûr, une équipe projet composée de représentants des différentes activités de l'Imanor. Et nous avons réalisé un état des lieux sur les différents risques de corruption. Et comme on a eu comme élément de sortie une matrice de risque anticorruption en fonction des parties intéressées, des partenaires commerciaux et du personnel de l'Imanor. Et nous avons on toujours en continu des campagnes de sensibilisation du personnel de l'Imanor sur l'importance d'adhérer à la démarche. Toujours en matière d'exemplarité, pour les prochaines étapes, on va finaliser la cartographie des risques et surtout les documents nécessaires pour soutenir et pour avoir un système complet, à savoir la politique, la méthodologie de hiérarchisation des risques,
les procédures, le lanceur d'alerte, la maîtrise des partenaires commerciaux, les conflits d'intérêts, la politique des cadeaux et des marques d'hospitalité, etc. La formation et sensibilisation de nos partenaires internes et externes. Et aussi, on va voir comment intégrer ce système de management dans le cadre d'autres systèmes qui sont mis en place dans l'Imanor de manière à faciliter la tâche aux membres de l'Imanor pour suivre et mettre en œuvre cette démarche au sein de l'Imanor. Je partage avec vous maintenant les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en place de cette démarche, soit au niveau de l'Imanor, soit avec nos partenaires. La confiance, la première difficulté, c'est la confiance des instances concernées dans l'outil proposé pour la maîtrise des risques anticorruption à travers une démarche de management à caractère volontaire. Pour la plupart du public, la corruption, c'est les juristes. L'anticorruption, ce n'est pas du ressort du management ou de l'amélioration continue. C'est la loi, etc. Donc, c'est difficile d'avoir l'adhésion du public et des différentes parties prenantes sur une démarche basée sur une norme volontaire. Deuxième difficulté, c'est l'adhésion difficile d'experts ou je dirais de spécialistes en instruments de lutte contre la corruption. Nous avons beaucoup d'organisations de société civile qui s'intéressent à la lutte contre la corruption, mais lorsqu'on propose un outil basé sur l'adhésion de l'entreprise, donc il est difficile d'avoir leur adhésion pour contribuer et pour se rallier ensemble autour d'objectifs communs et pour lutter ensemble contre la corruption. Deuxième difficulté qui, je pense, commune à tout pays, surtout en voie de développement, l'insuffisance des préalables à la réussite d'une démarche de management anticorruption. On ne peut pas aujourd'hui espérer réussir dans une démarche et recruter plusieurs entreprises sans régler les problèmes de la qualité, de l'environnement, de la santé et sécurité au travail. Donc, ce sont des préalables qui montrent que la culture de management est bien introduite et elle peut facilement accepter et intégrer la partie anticorruption. Autre difficulté, c'est la perception globale de la corruption au niveau du public. La corruption, c'est l'agent public pour l'ensemble pour la plupart du public. Donc la corruption, c'est l'agent public, c'est l'administration. Alors comme on a vu, comme ça a été présenté, la corruption, c'est tout le monde. Donc il y a une définition, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que tout le monde peut être acteur de la corruption et toutes les parties peuvent lutter contre cette corruption. Aussi, l'autre difficulté, c'est l'absence de mesures incitatives. Donc, l'entreprise aujourd'hui a beaucoup de difficultés, a beaucoup de défis. Donc, elle a besoin de mesures et d'éléments d'appui pour pouvoir se lancer d'une telle démarche dont le retour d'investissement n'est pas toujours visible. Et pour le retour d'investissement, c'est pour tout le pays et toute la communauté, et non pas uniquement pour l'entreprise. Donc, il faut innover et dans la mise en place de mesures incitatives qui permettront de mobiliser, de sensibiliser et d'aider les entreprises à y adhérer. Dernière information, dernière slide que je voudrais partager avec vous, c'est un ensemble de recommandations pour pouvoir réussir ensemble dans la lutte contre la corruption. Le premier élément, c'est sensibiliser les instances concernées sur l'importance de cet outil pour la mise en œuvre de leur stratégie. Il y a beaucoup de stratégies, mais l'outil 37001, c'est un outil intéressant parce qu'il touche toutes les parties prenantes et surtout le monde des affaires. Donc, en mettant l'accent sur la relation de la norme avec le monde des affaires. Donc, la norme, c'est la loi du marché. On n'attend pas à que les sanctions soient édictées dans une loi ou dans une disposition légale pour pouvoir lutter contre la corruption. Aujourd'hui, on peut être pénalisé par l'absence d'une démarche anticorruption, pénalisé au niveau des marchés internationaux. Donc, les entreprises doivent être sensibilisées sur cette question. Deuxième élément, c'est associer des chaînes de valeur à la promotion de la démarche. Donc, François a cité tout à l'heure les multinationales. Aujourd'hui, on trouve des multinationales qui ont des démarches au niveau de leur société mère, mais ces démarches ne sont pas déployées au niveau des filiales. Donc, le plus important, c'est d'introduire, surtout lors de la révision, des exigences pour inviter ces multinationales ou les grandes entreprises au moins à faire une analyse de risque de corruption au niveau des différentes filiales. Aussi, renforcer les acquis en matière de management des organisations. Parce que comme on a dit tout à l'heure, nous avons des préalables. Donc, il ne faut pas oublier les autres systèmes de management. Il faut agir sur ces systèmes parce qu'ils sont un levier important pour la démarche ISO 37001. Et œuvrer bien sûr pour la mise en place de mesures incitatives, comme on a dit tout à l'heure. Aussi, le deuxième élément qui est très important à mon avis, surtout
Ça concerne la révision de la norme, comme a été annoncé par Jean-Paul tout à l'heure. Donc, il faut qu'on s'implique, nous, en tant que pays en développement, dans le processus de révision de la norme pour ne pas subir la norme. Il faut agir. Nous avons nos spécificités. Nous avons donné l'exemple tous ensemble en tant que pays en développement dans l'élaboration de la norme ISO 26000. Nos préoccupations ont été prises en compte. Aujourd'hui, dans la 37001, c'est une norme qui influence, qui impacte le monde des affaires. Donc, on doit aider nos entreprises en les tirant vers le haut et en les associant, en les intégrant dans le processus de cette norme pour émettre et pour présenter et exprimer leur inquiétude ou leur spécificité. Nous avons également défendre le principe d'inclusion. Contrairement à d'autres normes qui ont un caractère technique, cette norme, c'est une norme à caractère social. Donc, la politique linguistique aujourd'hui adoptée dans l'élaboration des normes n'est pas favorable à l'intégration de tous les pays et surtout l'espace francophone. Donc, nous avons à se concerter dans le cadre de la révision de la norme avec des parties prenantes qui sont de différentes natures, de différentes catégories. Donc, on doit leur parler un langage compris. Alors, nous avons besoin d'une norme, pas uniquement au stade final, mais au stade d'élaboration ou de révision de la norme. Nous avons besoin de normes en langue comprises par toutes les parties prenantes pour pouvoir donner notre avis et avoir une approche inclusive. Et ça concerne pratiquement toutes les normes à caractère social. Bien sûr, les problèmes communs appellent des solutions communes. Le Covid-19 nous a appris à travailler ensemble, nous a appris à collaborer ensemble. 37001 où la corruption, c'est un problème universel. Donc, on doit trouver des solutions universelles avec l'implication de toutes les parties prenantes, de tous les pays. Et c'est un appel aussi lancé à notre réseau de normalisation francophone pour aider nos pays ou nos ONN à créer une task force francophone dans le cadre de la révision de la norme 37001 pour être effectivement présent dans le processus de révision de cette norme. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Taibi, pour partager votre expérience marocaine. On a reçu beaucoup de questions liées justement sur le contexte marocain. Donc, je pense qu'avec votre intervention, vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Mais j'invite aussi tous les participants à se diriger vers Imanor après la séance aussi pour toutes les questions spécifiques. Maintenant, il nous reste quelques minutes. On aimerait bien juste évoquer 2-3 questions quand même qui étaient soit posées pendant l'enregistrement ou pendant la séance. Maintenant, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. On va essayer de trouver un moyen de vous partager ça tout après la séance aussi parce qu'il y a beaucoup de questions très pertinentes. Donc, quand même, j'aimerais bien faire juste une question à chaque intervenant. J'aimerais bien commencer avec Jean-Pierre. C'est une question qu'on a reçue pendant l'enregistrement pour la séance. Quels sont les... Est-ce que vous pouvez juste une minute sur ce sujet, s'il vous plaît? Pardon, j'ai pas entendu la question. Quelles sont les formes de corruption couvertes par la norme? Alors, les formes de corruption couvertes par la norme sont... D'abord, quand on parle de corruption, en français, c'est un petit peu ambigu. En anglais, on parle de bribery, qui est en fait plus étroit comme concept que la corruption. Donc, il s'agit vraiment de bribery, d'octroi d'un avantage pour obtenir un traitement de faveur. Et donc, sur toutes les formes de la corruption d'agents publics, mais aussi la corruption dans le secteur privé, c'est-à-dire que, par exemple, la corruption par une entreprise, du directeur des achats d'une autre entreprise, tombe aussi sous la norme. La corruption directe et la corruption indirecte aussi par l'intermédiaire de consultants ou d'agents qui paieraient, qui donneraient des avantages pour le compte d'une entreprise. Merci beaucoup. Après, j'ai une autre question à diriger à François, s'il te plaît. Tu nous as dit au début aussi que tu es un expert, tu travailles beaucoup sur la responsabilité sociétale. Donc, on a reçu des questions. Quelle est la priorité de cette norme par rapport aux autres normes autour de l'axe RSE?
si on cherche à faire le lien effectivement entre les questions de RSE et les questions de corruption, pour mémoire, en RSE, on a une norme ISO qui s'appelle l'ISO 26000 qui a été publiée le 1er novembre 2010, qui vient définir de façon consensuelle très large quels sont les grands enjeux qui rentrent dans le périmètre de la responsabilité sociétale, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. C'est comment une organisation publique ou privée peut contribuer à son échelle aux grands enjeux de développement, aux grands objectifs de développement durable. L'ISO 26000 a structuré cela et l'un des thèmes, l'une des grandes questions centrales, c'est la loyauté des pratiques et dedans, on a un enjeu qui s'appelle la prévention de la corruption. Donc, clairement, c'est un des thèmes de la responsabilité sociétale. Et effectivement, quand on met en œuvre une démarche ISO 37001, on joue directement sur ce sujet-là, c'est-à-dire la prévention de la corruption, mais on a des liens qui sont un peu plus forts dans la mesure où on ne se limite pas simplement à mettre en place des mécanismes anticorruption, on met en place un système de management. Et un système de management conduit à améliorer le professionnalisme et la structuration de la gouvernance de l'organisation ou de l'entreprise. Et donc là, on joue aussi très fortement là-dessus sur la gouvernance. On lui demande d'être éthique, d'être transparente, d'avoir des mécanismes de protection contre des comportements non éthiques, de définir des priorités, de mettre en place des indicateurs de mesure, d'auditer et d'évaluer, d'améliorer tout ça. Donc effectivement, ça, c'est au service dans le cadre ISO 26000 de la gouvernance. Merci beaucoup, François, de nous donner le contexte encore plus large dans lequel le ISO 37001 s'est placé. Dernière question, j'aimerais poser à M. Taibi, s'il vous plaît. Vous avez partagé l'expérience au Maroc, donc à votre avis, est-ce que la norme elle est adaptée au contexte des pays en développement? Oui, bien sûr, la norme est là, elle a un caractère générique, donc elle est adaptée à tous les contextes. Le problème, c'est surtout dans le contexte de l'entreprise elle-même, parce que contrairement aux pays développés, où il y a un contexte juridique qui est fort, et il y a des parties prenantes qui sont très sensibilisées et qui peuvent toujours intervenir pour alerter l'organisme concerné pour prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption. La culture de lutte contre la corruption à travers une norme de management dans nos pays n'est pas c'est-à-dire aujourd'hui, je dirais pas n'est pas accepté, mais n'est pas facilement accepté par les différentes parties prenantes. Donc la norme, elle est adaptée, mais son contexte, il faut travailler sur le contexte pour pouvoir tirer profit de cette norme et des avantages qu'elle présente, surtout pour nos pays où on a peu d'instruments techniques qui pourraient contribuer à la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on arrive là, avec le timing, on arrive à fin de la séance. Il y a encore beaucoup de questions qui s'étaient posées par les questions à réponse dans le Zoom. Donc, on est désolé de ne pas répondre à tout. Donc, il y a vraiment des questions très techniques déjà, mais aussi beaucoup qu'est-ce qui se va passer au niveau marocain avec l'intervention de M. Taibi. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé au début? On a mis les emails de tous les intervenants dans la présentation. On va partager avec tout le monde. Donc, on vous invite à contacter les intervenants individuellement si vous avez encore des questions pour continuer de travailler sur ce sujet. Et on va aussi partager l'enregistrement, comme j'ai dit au début. Donc, comme ça, vous avez accès à l'information et aussi à tous les contacts pour avoir plus de réponses sur la norme. Donc, avec tout ça, je remercie tout le monde, Jean-Pierre, François et M. Taibi pour votre temps, pour votre intervention et bien sûr aussi à tous nos participants qui étaient avec nous aujourd'hui pour cette séance en français. C'est une des premières on fait en français et c'est aussi grâce à une de nos membres dans les pays francophones. Donc, on prend en considération quand même aussi dans nos membres francophones. Donc, c'était un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et vous recevez tout par email et un lien avec notre site web. Et merci encore à tous les interventions et participants. Et stay safe, stay well, stay at home. Et bonne santé. On reste tous en bonne santé. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir, merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.